Bon, cher monsieur à doudoune bleue, vous attendez un petit peu. On va faire parler cette formidable technicienne. Voilà, qui est Karine Ramet. Et donc, vous nous parlez du gaz naturel et surtout du biogaz quand même. Je me permets de te corriger, Karine Rabaille, mais c'est pas grave. Oui, donc du coup, je vais reprendre les propos de Gilles. On est bien sur un mix énergétique sur plusieurs solutions. Il n'y a aujourd'hui pas de solution miracle. On cherche des solutions alternatives à des énergies fossiles. Donc l'objectif est bien de ne pas aller capter, chercher du gaz qui a été du carbone, pardon, qui a été emprisonné il y a des milliers d'années, mais de trouver des alternatives renouvelables, si possible. Et c'est tout l'objet de cette table ronde. Donc je vais vous parler principalement du bio-GNV, mais qui fait partie d'une grande famille, le GNV. Donc ce sont un peu des acronymes un peu barbares pour ceux qui ne les connaissent pas. Sandrine m'en a parlé. Donc le GNV, c'est le gaz naturel véhicule. C'est le métal utilisé dans la mobilité. Donc c'est du CH4. Donc là, on a une molécule de carbone, 4 molécules d'hydrogène. Et on a finalement plusieurs sources. On a une énergie qui provient, comme le pétrole, des mêmes ressources et qui est fossile. Et on peut la produire de façon renouvelable. Et là, je repense à l'intervention de M. Gardoni. Donc on est bien sur la production en local, via les méthaniseurs, à partir des déchets organiques que l'on a à proximité. Donc on est bien sur le développement d'une économie circulaire et sur un gaz qui finalement, sur un carbone qui est déjà présent dans notre vie quotidienne, que l'on respire, que les plantes vont absorber et qui vont être libérées lorsqu'elles vont se dégrader, eh bien elles sont dans notre cycle de vie. On va leur donner une seconde vie, on va les capter juste avant cette dégradation dans les méthaniseurs, on va l'injecter dans le réseau et on va pouvoir l'utiliser sur tous les usages du gaz naturel, du méthane, qui sont chauffage, cuisson, industrie et mobilité. Et là, on parle du bio-GNV. Je vais peut-être juste revenir sur GNV. On a deux finalement formes d'accessibilité du GNV dans les véhicules, le GNC et le GNL. Le GNC, il est comprimé, il est sous forme vapeur et il est comme dans des grosses bonbonnes dans nos véhicules, stocké à 200 bars. Ils sont très simples d'utilisation, vous en achetez, vous les utilisez tout comme un véhicule essence, diesel, électrique, tout simplement. Et vous l'avez en version liquéfiée. Donc là, on va le refroidir à moins 160 degrés, il va passer en phase liquide, il aura une densité énergétique 600 fois supérieure, mais par contre, il va falloir porter des EPI, être formé pour conduire les véhicules, et il faut qu'il roule. Et alors, dis donc, Karine, en fait, je pense que j'ai un ami qui s'était acheté un véhicule, alors individuel, hein, pour le coup, au gaz. Il y a de ça 20 ans au moins, parce que je suis vieille. Alors, il y a peut-être plus de 20 ans, même 25 ans. Pourquoi est-ce que ça a plafonné à un moment donné, ces véhicules au gaz? Merci Sandrine, je pense que tu parles du GPL, du gaz de pétrole liquéfié, qui est un mélange de butane et de propane, qui n'est pas le même, et du coup qui est un gaz plus lourd que l'air, qui avait d'autres caractéristiques et qui est aussi encore présent, hein, qui est finalement ressorti un peu dernièrement. Donc on cherchait des solutions avec de bonne qualité de l'air, et donc le GPL y répondait, donc il est un peu ressorti du bois, en fait. Ouais. C'est un autre gaz. Voilà. Et là, on est sur du méthane. On est sur un gaz plus léger que l'air qui va du coup se mélanger dans la colonne d'air, monter, et donc n'aura pas ce problème d'accumulation qu'on pouvait avoir sur les GPL. Donc on est bien sur deux choses différentes. Deux technologies différentes, donc des véhicules aussi différents. Voilà. Qui n'existe plus du coup, pour ainsi dire. Si, il y en a encore. Il y en a encore. Il y en a encore. Un petit peu. Il y en a encore. Il y en a encore, et il y a d'ailleurs des stations GPL présentes déjà déployées finalement sur le territoire français, alors que les stations GNV, elles, sont vraiment en cours de déploiement. Et c'est tout l'enjeu justement de ce type de réunion d'information, c'est de faire connaître ces solutions, d'identifier les besoins et de développer ces stations d'avitaillement là où c'est nécessaire, là où c'est utile et où ces infrastructures sont rentables. On verra ça avec M. Géodis tout à l'heure. Tout à fait. Entre autres. On parlera effectivement d'un projet qui a émergé récemment à Saran, donc sur Orléans,
Et ça a été impulsé, aidé par Géodis et sa réflexion finalement sur quelle solution de mobilité durable pour ce transporteur européen. Voilà. Que vous dire de plus sur le bio-GNV? On répond finalement avec cette solution à plusieurs problématiques. Finalement la santé de la planète, la qualité environnementale, puisqu'elle permet de décarboner à hauteur de 80% par rapport à des véhicules diesel. Et en termes de qualité de l'air, c'est éliminer quasiment toutes les particules fines, réduire de moitié les NOx. Donc un vrai atout qui donne accès à la vignette critère 1. Les NOx, les oxydes d'azote qui ne sont pas très bons pour les poumons. Voilà. Il y a les NOx. Exactement. Ce sont des véhicules qui ont de bonnes autonomies, de 400 à 600, voire 800 bientôt. Kilomètres, excuse-moi, oui, 800 kilomètres. Et qui du coup répondent bien aux trajets régionaux, interrégionaux. Qui du coup s'adresse très bien aux besoins de la mobilité lourde, que ce soit le transport de voyageurs, la collecte de déchets ou le transport de marchandises. Donc on a déjà de beaux exemples en Centre-Val de Loire. Donne-les-nous. Alors je les ai pas tous en tête, mais on parlait car bio-GNV, plus d'une soixantaine de cars qui roulent déjà en Eure-et-Loire. On en aura aussi sur le 18, le 36, une proportion un peu plus variable sur d'autres territoires. Des bus, alors là on a un peu deux écoles. Sur les bus, on va chercher effectivement une bonne qualité de l'air et une autonomie suffisante. L'électrique peut y répondre. Orléans a choisi l'électrique et Tours a choisi le gaz, le bio-GNV. Il y a déjà 45 véhicules qui roulent sur Tours, donc pour du transport urbain. Des bennes à ordures ménagères aussi. Bourges aussi a été très précurseur. Donc ils ont commencé il y a 20 ans, ils ont une trentaine de véhicules, ils les conservent, les renouvellent, ils ont été très bien entretenus et ils ont une très bonne longévité. Et ils sont également passés au gaz sur la collecte de déchets. Donc une dizaine de véhicules qui roulent aussi pour la collecte de déchets. Et beaucoup de communes intéressées, mais qui parfois attendent aussi l'émergence des stations pour profiter de l'opportunité finalement de pouvoir faire le plein sur une station publique. Voilà, après il faut créer des zones d'avitaillement, c'est ça. C'est ça. C'est sous le cher, comment ça se passe? Alors, une station d'avitaillement public, c'est 1 million, 1,5 million, on va dire. Ça peut être 1 million, 1,5 million à un peu plus si on prévoit du multi-énergie. Et à l'amorce de ces projets, c'est de la concertation. Ce sont des acteurs publics, privés qui attestent qu'il y a vraiment un besoin en local et qui vont permettre finalement de dimensionner cette station. Le nombre de pistes, le stockage, la durée d'un plein, donc similaire à celui d'un diesel. Et du coup, c'est sur base de tous ces éléments qui auront pu être collectés qu'on va choisir et faire développer, faire émerger ces stations. Alors, et en Centre-Val de Loire, on est un peu en retard comparé aux autres régions. Et concernant les véhicules, donc, tu dis que Bourges donc, a choisi du gaz, et puis j'ai vu Tours a choisi du gaz, et Tours aussi, et puis après il y en a qui ont choisi de l'électrique. Est-ce qu'ils ont choisi ça parce qu'au niveau, il y a une différence de coût entre ces différents véhicules? Alors oui, il y a une différence de coût, je dirais qu'elle est du même ordre que ce qu'a cité Gilles, grosso modo. On est à peu près sur la même chose. Vous aviez répondu à la question. C'est pas grave, c'est que vous avez dit. Et c'était fait de façon brillante. Donc on a effectivement une énergie qui est relativement accessible, on a un surcoût sur le véhicule, moindre que sur l'élec ou sur l'hydrogène, qui est encore plus, mais à l'état expérimental. Mais du coup, ce surcoût sur le véhicule, il est bien souvent amorti par le coût de la molécule. Alors on a connu une année dernière assez exceptionnelle avec des envolées de prix conséquentes. Sauf que aujourd'hui, le prix s'est de nouveau stabilisé et on est sur une énergie qui a une particularité, c'est qu'elle est stockable. Et on a mis en place finalement en France les moyens finalement de devenir plus résilient, de se parer face à ces crises géopolitiques. Et aujourd'hui, on est plutôt confiant sur le maintien finalement à des niveaux raisonnables de ce coût du gaz. Et en plus, il se produit de plus en plus localement, grâce aussi de méthanisation, donc plus d'indépendance énergétique.
Je termine juste sur, je vois que tu es précis, mais je pense en termes de consommation, c'est 1 kg de gaz pour 1 litre de diesel. Et sur le coût de la molécule, finalement aujourd'hui, on est retourné autour de 1,30 € du kilo, on peut comparer avec le coût du diesel. Méfiez-vous un peu des prix totems parce que bien souvent c'est le prix affiché pour les gens de passage et bien souvent lorsqu'on a un dépôt à côté d'une station, le prix est négocié, il y a des décotes en fonction des volumes et du coup c'est bien voilà, ce prix-là négocié avec le distributeur qu'il faut prendre en compte dans finalement le coût de possession du véhicule. Et là on retombe actuellement justement sur des périodes où le gaz redevient compétitif et permet même de faire des économies par rapport au diesel. Bon, c'est bien, merci beaucoup, merci à ces 3 interlocuteurs brillantissimes.